Je me trouve dans la petite ville néo-zélandaise de Pukera Bay, devant la demeure d'une vieille dame nommée Anna Mackenzie. Je connais Anna depuis toujours. C'est une amie très proche de mes parents qui habite à 4 maisons d'ici. Je me souviens qu'enfant, je venais jouer dans le jardin de tante Anna, comme on l'appelait. J'avais environ 7 ans et je jouais dans ses arbres. Je ne savais pas grand-chose d'elle à l'époque. Je savais qu'elle était veuve et que son mari était décédé bien longtemps avant ma naissance. Voici environ un an, ma mère m'a téléphoné pour me suggérer de passer chez tante Anna, car elle pensait que je pourrais être intéressé par un tas de vieux films qu'elle avait rangés dans son abri de jardin. Je n'espérais pas grand-chose. Anna les avait décrits comme un tas de films amateurs tournés par son mari Colin. Je ne m'attendais qu'à trouver un tas de vieux films que je déposerais aux archives en rentrant chez moi et l'affaire s'arrêterait là. Ce que j'ai découvert, c'est un vieux coffre qui trônait par ici. En l'ouvrant, j'ai trouvé une collection de films vraiment extraordinaires. C'était des 35 mm. Les boîtes étaient rouillées et portaient des noms étranges. Warrior Season, des films qui m'étaient totalement inconnus. À l'époque, je n'avais aucun moyen de me rendre compte de l'importance de ces films. Nous découvrîmes ultérieurement qu'ils avaient été tournés entre le début du siècle et la fin des années 20 par un extraordinaire néo-zélandais. Un homme qui va à présent rejoindre les rangs des grands pionniers du cinéma. Un homme appelé Colin Mackenzie. Aux archives, nous recevons beaucoup de films. Des fêtes familiales, des bébés sur la pelouse. Ils sont souvent très intéressants du point de vue historique. Les vêtements, la mode, etc. Mais la collection de Colin Mackenzie est absolument unique. Il a bien capté le mouvement, là. C'est bien. Peter m'a appelé pour me demander ce que je connaissais à propos de Colin Mackenzie. À vrai dire, ce n'était pas grand-chose. Le nom ne m'était pas totalement inconnu. Je l'avais rencontré dans quelques journaux, des vieux documents, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations fiables à son sujet. En tout cas, aucun film ne lui était attribué. On a eu de la chance d'obtenir le film à ce moment-là. Certaines bobines avaient commencé à se détériorer sérieusement. Et je pense que si on l'avait trouvé 5 ans plus tard, il aurait été irrécupérable. Imaginez l'équivalent d'un film comme Citizen Kane qui surgirait soudain de nulle part. Découvrir cette collection nous a fait le même effet. C'est un véritable trésor. Des films d'une importance historique capitale. Pas seulement pour la Nouvelle-Zélande, mais pour le monde entier. Ce cinéaste néo-zélandais va prendre place parmi les plus grands, comme D.W. Griffith. À certains égards, il est même infiniment meilleur. Je dois avouer que Colin Mackenzie n'était qu'un nom que j'avais lu dans un livre d'histoire et qui ne m'avait guère impressionné jusqu'à cette incroyable découverte et les recherches scientifiques qui l'ont accompagné. Aujourd'hui, j'en reste éberlué. C'est la plus grande découverte cinématographique depuis 50 ans. C'est un génie méconnu qui est mort sans gloire et fait maintenant partie du panthéon des grands artistes et pionniers du cinéma. Colin Mackenzie a connu des débuts modestes. Il est venu au monde le 7 février 1888 dans la petite communauté agricole de Géraldine, dans l'île du Sud. Son père, John Mackenzie, était arrivé en Nouvelle-Zélande 9 ans plus tôt. Avec un pragmatisme tout écossais, il avait construit sa demeure et sa ferme à la dure. Hélène, la jeune épouse de John, trouvait la vie rurale difficile, mais était fière de ses 2 fils, Colin et Brooke. L'aîné, Colin, était studieux et introverti, tout l'opposé de son frère. Pourtant, les 2 garçons étaient très proches. De l'aube au crépuscule, ils travaillaient la terre avec leur père, dont ils étaient censés suivre les traces. Toutefois, Colin ne montrait aucun don pour l'agriculture. Ses intérêts étaient ailleurs. L'oncle de Colin, Albert Drury, possédait un magasin de cycles prospère à Timaru. C'est là, dans son atelier, que Colin découvrit sa passion pour la mécanique. Il n'était pas rare qu'il passe des week-ends entiers à manier outils et pièces de rechange. L'imagination de Colin avait besoin d'un exutoire. Il le trouva au printemps 1900. Le cinéma itinérant passait par la ville. C'était comme une révélation céleste surgie dans l'obscurité, et il en fut transporté.
Il sut aussitôt que c'était quelque chose qu'il voulait faire et qu'il allait faire. Il suivit le cinéma itinérant dans toute la région. Et tandis que les autres garçons s'extasiaient sur les jolies dames et les chevaux sur l'écran, Colin, à l'arrière de la salle, observait la machine magique qui donnait naissance à tout cela, le projecteur. Le plus fascinant dans ses premiers films, c'est surtout la technologie qu'il utilise. On était en 1900, le cinéma avait 5 ans. Pas question d'entrer dans un magasin et d'en ressortir avec une caméra sous le bras. À 12 ans à peine, Colin construit sa première caméra. Le moteur à manivelle de l'époque ne lui convient pas. Avec une grande ingéniosité, il mécanise sa caméra. En roulant en bicyclette, Colin faisait tourner sa caméra, créant ainsi les premiers travelling de l'histoire du cinéma. Ces tentatives ultérieures iront bien au-delà du simple pédalier de bicyclette. Je me demande qui d'autre aurait pensé à utiliser la vapeur pour actionner un système de projection. Mais lui, il l'a fait et ça a marché. Il était malin. Il a été chercher des feuilles de lin dans l'étang de la propriété et les a fait bouillir jusqu'à en extraire du nitrate de cellulose. Puis, en guise d'émulsion, il a utilisé des œufs. Pas des œufs, du blanc d'œuf. Il a repris le procédé à l'albumine qu'on utilisait au XIXe siècle pour rendre les matériaux photosensibles et il l'a adapté aux images mobiles. Le hic, c'est qu'il fallait 12 œufs pour une minute de film. Ça pouvait aller tant qu'on se limitait au court-métrage. Colin se fit prendre la main dans le sac. Précurseur, il envisageait de tourner le premier long-métrage du monde. Le père de Colin était furieux. C'était un affront à sa dignité. Il fulminait, il écumait, il a démoli tout le matériel de Colin. Il a tout mis en pièces, tout sauf sa caméra que sa mère avait cachée. À quelques 75 km de chez les Mackenzie, habitait quelqu'un qui, tout comme Colin, caressait d'extraordinaires projets d'inventeur. Il s'appelait Richard Pears. Au tout début du siècle, Pears construisit une machine volante primitive et fit plusieurs tentatives de décollage. Les exploits de Pears ont toujours été un objet de conjecture et de légende. Certains pensent qu'il a volé avant les frères Wright, mais on ne disposait d'aucune preuve attestant qu'il avait bien décollé jusqu'à présent. Parmi les films de la collection Mackenzie se trouvait un document fabuleux. Voici dévoilé pour la première fois au public un film qui est en cours d'examen par le Smithsonian Institute. Un fragment de pellicule qui réécrit à jamais l'histoire de l'aviation. Quelques minutes avant le décollage, Colin posta sa caméra sur un chariot, puis attendit. Ce film remarquable contient une autre révélation étonnante. L'homme que l'on voit à gauche a un journal dans la poche. Les techniques numériques nous permettent d'affiner l'image. Le vol historique des frères Wright à Kitty Hawk date du 17 décembre 1903. Richard Pears, le fermier néo-zélandais, les a précédés de 9 mois. Le plus drôle, c'est qu'en regardant le film, on se rend compte qu'il fonce droit sur Colin Mackenzie, qui est en train de le filmer, et que c'est après avoir viré pour l'éviter qu'il s'écrase dans la haie. Si Colin n'avait pas été là, il aurait sans doute volé beaucoup plus loin et tout le monde en aurait entendu parler. Son père a confisqué le film, lui a interdit de façon autoritaire de se mêler à nouveau de cinéma. À 15 ans à peine, Colin Mackenzie s'enfuit du domicile familial. La Nouvelle-Zélande était alors un dominion prospère. Même les plus démunis avaient des loisirs, et la plupart d'entre eux les passaient au cinéma. Pour les jeunes enthousiastes tels que Colin, les occasions ne manquaient pas. En 1905, Brooks s'associa à lui pour fonder la Mackenzie Brothers Picture Company. Les deux frères ne tardèrent pas à amasser un pactole en filmant fêtes et mariages. Mais Colin avait des rêves plus ambitieux.
Avec ses 84 minutes, The Warrior Season peut se targuer d'être le premier long métrage du monde. Mais, plus remarquable encore, il apporte une révolution technologique. En 1908, après 3 années de recherche, Colin McKenzie met au point un système permettant l'enregistrement synchronisé de l'image et du son. L'histoire officielle du cinéma nous apprend qu'Al Jolson a chanté en 1927 et qu'on entend griller du lard dans Old Arizona. C'est à la fin des années 20. Mais en 1908, Colin McKenzie a réussi à réaliser ce film épique, émaillé de bagarres, avec les bruits de coups de feu, les cavalcades. Il a tout enregistré, tout était audible, et le fin du fin, c'est qu'il y avait des dialogues. Il n'avait oublié qu'une chose. Tous ses acteurs étaient chinois. Et alors même qu'il avait trouvé un moyen de les enregistrer, il n'avait pas pensé aux sous-titres. Cela lui fut fatal. Le public affluait en masse et ne comprenait pas un traître mot. La nouveauté du son les amusait pendant quelques minutes, mais comme ils ne comprenaient pas ce qui se disait, ils se lassaient très vite. Déçu et à court d'argent, Colin abandonne à tout jamais ses expériences sonores. Il se tourne vers l'image proprement dite, qui devient pour lui une obsession. Fin mars 1911, Colin parvient à créer une émulsion réagissant à plusieurs longueurs d'onde du spectre lumineux, produisant un effet très proche de la couleur. Seul problème, l'ingrédient principal est la Photinia aquifolium, une baie qui ne pousse que dans l'archipel de Tahiti. Les frères Mackenzie font aussitôt leur bagage. Ce que Colin et Brooke ont réalisé à Tahiti est une véritable prouesse de chimistes. Ils ont cueilli les baies, les ont fait bouillir, ont appliqué leurs méthodes compliquées dans un laboratoire de fortune construit sous les palmiers. Il leur a fallu 4 mois et demi pour fabriquer 22 secondes de pellicule. Plein d'impatience, Colin procède immédiatement à un essai. Dans cette séquence stupéfiante, Colin fait la mise au point sur une scène tropicale. Il perd son cadrage, soigneusement préparé. Il tente de le récupérer, en vain. La précieuse pellicule défile et s'épuise. Certains que cette percée technologique va rétablir leur situation, les deux frères se hâtent de regagner la Nouvelle-Zélande où ils organisent une séance pour les investisseurs potentiels. Mais la réaction sera plus que décevante. Le 9 juin 1912, ils comparaissent devant la haute cour de Dunedin pour avoir exhibé un document licencieux. Un jury, entièrement masculin, délibère pendant 37 heures, demandant des projections réitérées du film, avant de déclarer les deux frères coupables. Colin et Brooke sont condamnés à 6 mois de travaux forcés. À leur libération, ils s'en retournent chez leur mère, déshonorés. Il semble que Colin soit passé par une véritable transition. Jusqu'alors, il s'était surtout intéressé à la technique cinématographique, à la construction de caméras, au son et à la couleur. Et voilà que pour la première fois, il se penche sur l'aspect artistique du cinéma. Il décide de produire un film qui apportera un message au public et se tourne vers la source de tous les grands messages. Un épisode biblique fascine tout particulièrement Colin. Bientôt, il annonce son intention de réaliser un film de 22 minutes basé sur le récit de Salomé et de Jean-Baptiste. Dans son adaptation, libre et inventive, Colin joue lui-même le rôle de Jean-Baptiste. C'est Brooke qui est choisi pour jouer Naraboth, le beau capitaine de la garde de Hérode. Mais Colin a le plus grand mal à trouver une actrice pour incarner Salomé. Toutes les jeunes filles des environs avaient été dissuadées par leur père, choquées par le scandale dans lequel Colin avait trempé. Et les demoiselles qui se présentaient ne convenaient absolument pas. C'est alors qu'il vit Mabel. Elle lui coupa le souffle. Avant même de s'en rendre compte, Colin était amoureux. Il ne confia ses sentiments à personne.
Mabel s'avéra être une excellente actrice. L'alchimie entre elle et Brooke était électrique. Ils illuminaient l'écran. Subjugué par Mabel, Colin rapprochait sans cesse sa caméra de la jeune fille, inventant au passage le gros plan. Mais aussi proche qu'il soit, Colin ne vit pas ce qui se tramait sous ses yeux. Brooke et Mabel s'éprirent véritablement l'un de l'autre. Dissimulant son amertume, Colin offrit sa bénédiction au jeune couple, mais quelques jours plus tard, prétextant l'épuisement, il suspendit le tournage. Personne ne s'attendait à ce que l'interruption dure si longtemps. En éclatant, la Grande Guerre provoqua une explosion de patriotisme dans les colonies de l'Empire britannique. Les hommes jeunes se ruaient sous les drapeaux, impatients de servir le roi et la patrie. Parmi eux, Brooke Mackenzie, qui avait épousé Mabel 3 semaines à peine avant de s'engager. Colin voulait lui aussi entrer sous les drapeaux, mais avait été réformé pour cause de pieds plats. Le cœur lourd, il fit ses adieux à son frère. Brooke Mackenzie faisait partie du premier contingent néo-zélandais qui débarqua à Gallipoli le 25 avril 1915. Il arriva armé d'un fusil, mais également d'une caméra portative construite par Colin. Voici pour la première fois le seul film tourné par un néo-zélandais à Gallipoli. La caméra de Brooke s'intéresse non pas aux batailles et aux explosions, mais à l'aspect humain de la guerre. Le 11 juin 1915, Brooke Mackenzie est abattu par un tireur embusqué à Queen's Post. Transporté à dos d'âne jusqu'au poste de secours, il meurt de ses blessures dans la nuit. Mabel, très affectée par la nouvelle, s'abandonne au deuil. C'est le moment le plus noir de la vie de Colin. Il sombre dans une grave dépression, incapable de travailler ou de dormir. Il avait perdu son frère, il avait perdu son associé et toutes les choses qu'ils avaient faites ensemble. Pour Colin, ce fut une période affreuse. Plus tard dans l'année, Colin disparaît. On l'aperçoit pour la dernière fois au col de Lewis, marchant seul vers les falaises de la côte ouest. Le 11 novembre 1918 à 11h, la Grande Guerre se termine. Après 3 ans d'absence, Colin Mackenzie réapparaît pour faire une déclaration fracassante. Il va reprendre le tournage de Salomé, mais cette fois, il travaillera à grande échelle. Il veut réaliser une épopée de 4 heures avec des milliers de figurants, un monument spectaculaire à la mémoire de feu son frère. Avec une ferveur évangélique, Colin Mackenzie rassemble une armée de figurants et remonte dans les collines. Entre 1915 et 1918, il a pratiquement disparu de la surface de la Terre. Cependant, on dispose d'un indice. Dans sa collection de films, il y a un court extrait daté de 1917 et qui montre une sorte de chantier dans les collines. On pense aujourd'hui qu'il s'est retiré au fin fond du pays pour y construire une immense ville, la plus grande structure jamais bâtie dans ce pays. Après des jours de voyage en terrain rude et inhospitalier, les figurants de Mackenzie se trouvent face à un spectacle incroyable. Nichés dans une vallée cachée, couvrant l'équivalent de 7 terrains de football, une vaste cité biblique, reproduction fantasque de la Jérusalem antique. Elle était censée abriter le tournage du plus grand film jamais produit en Nouvelle-Zélande. Début 1994, on décida de lancer une expédition pour retrouver la cité perdue de Colin Mackenzie. Oui, cela pourrait signifier que c'est dans une zone où la végétation pousse rapidement, une zone plutôt humide. Quel meilleur lieu pour cacher un endroit comme celui-là que la jungle où les fourrés le recouvriront? Oui, c'est sans doute une espèce de vallée encaissée. Une vallée isolée à 3 jours de route de Hokotika fut sélectionnée comme le lieu le plus prometteur pour les recherches. L'équipe s'enfonça dans la forêt vierge de la côte ouest, au cœur de la dernière grande région inexplorée de Nouvelle-Zélande.
Le 22 février 1919 marque le début du tournage de la nouvelle version de Salomé. Colin était prêt à relever le grand défi qui l'attendait. En pensée, il visualisait le film tel qu'il serait, imaginant le moindre détail avec une clarté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mabel reprit le rôle de Salomé, canalisant son deuil en une énergie créatrice qui lui permit de composer le rôle de sa vie. Mais après 5 jours de tournage frénétique, la production s'arrêta. Les fonds de Colin Mackenzie étaient épuisés. Déçus, les figurants rentrèrent chez eux. Colin promit que le tournage reprendrait dès qu'il aurait trouvé un financement sûr. Il le trouva grâce à une alliance insolite. La première fois que j'ai entendu parler de Colin Mackenzie, c'était à la Film Unit quand j'y travaillais. Il y avait ce vieux bonhomme, Stan Wilson, qui travaillait au laboratoire. On disait que Stan était un peu dérangé à cause des produits chimiques qu'on n'utilise plus en labo. Il était le dernier à en avoir souffert, le pauvre. Mais c'était un type adorable avec qui on prenait plaisir à discuter devant une tasse de thé. Il parlait des débuts du cinéma en Nouvelle-Zélande. Il faisait souvent allusion à un certain Colin Mackenzie dont personne n'avait jamais entendu parler. Stan Wilson était issu d'une riche famille de commerçants. Il était clown et rêvait de devenir célèbre grâce au cinéma muet. En 1921, il contacta Colin et lui demanda de filmer un de ses numéros burlesques, moyennant rétribution. Le scénario prit un tour imprévu quand une écolière passant par là entra dans le champ. Avec mon impertinence enfantine, je suis sans doute allé lui dire que je ne trouvais pas cela très drôle. Cela ne lui a pas plu, et furieux, il m'a envoyé une gifle. Il m'a frappé en pleine figure. Je me souviens avoir répliqué par un bon coup dans les tibias. Après quoi, je suis rentré chez moi en pleurant. Sur le moment, personne n'a rien dit. Mais le lendemain, à la projection, le public n'a ri qu'au moment de la gifle. Et Stan a insisté pour qu'on conserve cette brutalité envers les innocents dans tout ce qu'il faisait, systématiquement. À l'écran, Stan the Man était un comédien pitoyable. Mais il avait trouvé une niche pour une chose qu'il faisait en collaboration avec Colin Mackenzie. Une sorte de caméra cachée en version muette. Il jouait ses tours, qui souvent n'étaient pas très drôles, mais entièrement spontanés, et surprenait les gens, généralement à leurs dépens, tandis que Colin les filmait en utilisant une autre de ses inventions, la caméra valise. C'était entièrement en direct et spontané, et cela lui laissait beaucoup de temps libre pour le tournage de Salomé, puisque tout se faisait en une seule prise. Ils parcouraient le pays et tournaient un film dans chaque ville. Ils allaient à Taiyapé et faisaient Stan the Man à Taiyapé, ou Stan the Man à Palminos. Ils le projetaient une semaine plus tard, une fois que Colin avait fait le montage, et récoltait de l'argent par sac entier. Régulièrement, Colin prenait l'argent que lui rapportaient les comédies de Stan the Man et retournait dans ses montagnes pour continuer l'œuvre de sa vie, Salomé. Riche de 1700 livres, recette des premiers films de Stan the Man, Colin regagna sa cité biblique avec l'équipe de Salomé. Malheureusement, avant le premier tour de bobine, les cieux s'ouvrirent pour déverser un déluge qui semblait sans fin. La côte ouest enregistra son record de pluviosité en 30 ans. En 6 semaines, Colin ne mit que 3 minutes de film en boîte. Seul éclairci dans cette grisaille, Mabel lui témoignait de plus en plus d'affection. À court d'argent, Colin reprit à contre-cœur son association avec Stan the Man. L'été suivant, il repartit dans les montagnes pour poursuivre Salomé. Ce fut l'été le plus chaud en 30 ans. Des dizaines de figurants furent victimes d'insolation. Ils exigèrent plus d'argent, mais il n'y en avait pas. Le cœur lourd, Colin Mackenzie retourna à sa seule ressource fiable. Mais un jour, à Buller, Stan the Man finit par pousser sa chance un peu trop loin. Le tournage du jour commença normalement pour Stan et Colin. À l'heure du déjeuner, Stan avait trouvé son rythme. Mais à 15h30, Stan the Man allait recevoir une rude leçon. Stan repère une nouvelle victime,
un respectable gentleman accompagné de son épouse. Malheureusement, il ne reconnaît pas Gordon Coates, le Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Faisant preuve de présence d'esprit, Colin continue à filmer avec sa caméra valise. Stan était au mauvais endroit au mauvais moment, avec l'humour qu'il ne fallait pas. Mais comme Colin filmait tout, ce fut une sorte de précurseur de l'affaire Rodney King avec 60 ans d'avance. Il avait filmé la preuve de l'existence d'une police secrète, battant comme plâtre le pauvre Stan. Stan the Man in Buller fut le plus grand succès commercial de Stan Wilson et de Colin McKenzie. En naïf qu'il était, Stan s'imagina que le succès du film était dû à son talent, sans réaliser que c'était en fait un étonnant document d'actualité impliquant le Premier ministre et la police gouvernementale. Il se mit en tête que c'était son billet d'entrée pour Hollywood. Le film était passé en Amérique, ce qui lui avait valu une célébrité éphémère. Il s'enfuit donc à Hollywood, espérant être accueilli à bras ouverts et qui sait, devenir le prochain Charlie Chaplin. Mais il ne devint qu'un inconnu de plus faisant la file pour décrocher un rôle. Malgré la fin de leur association lucrative, Colin fut secrètement heureux du départ de Stan Wilson. Du moins, la vie privée de Colin était-elle plus posée. Le 4 décembre 1926, il épousa Mabel. Eh, regardez, une bouteille. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une bouteille? Je peux voir? Elle date plus ou moins de la bonne époque. Oui. Regarde. C'est encore une de ces bouteilles qu'on croirait moulées. Tiens là, je vais faire une photo. La découverte d'une bouteille encouragea les chercheurs. Un chariot en décomposition trouvé non loin sembla confirmer leur enthousiasme. Prenons une photo. Je m'en charge. D'autres découvertes les attendaient. Peter, il y a une route ici. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'une route peut bien faire ici? Après des jours de vaines recherches, cette route les mènerait-elle à la cité perdue de Colin McKenzie? Elle descend dans cette direction? Est-ce qu'il y a la moindre route par ici? Non, pas la moindre, et aucune raison pour qu'il y en ait une. Tous les efforts de Colin pour rassembler des fonds pour Salomé furent infructueux. Il contacta les impresarios locaux et des industriels, sans succès. En fin de compte, l'aide dont il avait tant besoin lui vint de Hollywood d'un producteur nommé Rex Salomon. Bizarrement, Salomon était un autodidacte qui avait fait fortune en vendant des bibles et des accessoires bibliques. Il était très pieux, très sincère dans sa foi et son intérêt pour la Bible et la religion. En 1929, les studios de Salomon, Majestic Lion Pictures, tournaient une douzaine de films par an, tous issus de la Bible. Colin McKenzie connaissait la réputation de financier du producteur. Il était bien déterminé à le rencontrer. Ils se sont connus grâce à un heureux hasard, lorsque Salomon est venu en expédition de pêche en Nouvelle-Zélande. McKenzie tournait, ou essayait de tourner, l'épopée de Salomon depuis 5 ans quand il a rencontré Rex Salomon. L'instant était propice, car Salomon s'y est intéressé, a compris le potentiel du film et a décidé de le soutenir. C'est ainsi qu'il a mis ses ressources considérables à la disposition de Colin McKenzie pour qu'il termine le film. Les contrats furent rapidement signés. Salomon accepta un budget total de 100 000 livres et avança immédiatement le quart de la somme en liquide. On engagea 15 000 figurants. Hommes, femmes et enfants furent recrutés dans toute la région. Avec la ferveur d'un général en campagne, Colin assembla et fit répéter ses figurants pour la plus grandiose scène de sa carrière, une spectaculaire bataille entre les troupes de Hérode et une horde de fondamentalistes messianiques. Cette seule scène engloutit les 25 000 livres d'avance sans que Colin n'en soit découragé. Rex Salomon était un homme riche. En une seule journée d'octobre 1929, Rex Salomon perdit toute sa fortune. Pour Colin McKenzie, ce fut un désastre. Néanmoins, pour une fois, la chance était de son côté.
Alors que le capitalisme s'effondrait à Wall Street, à l'autre bout du monde, le communisme fourbissait ses armes. Staline lançait une campagne de propagande. Il fallait répandre l'esprit de la révolution à travers l'Ouest capitaliste par tous les moyens nécessaires. C'est ainsi qu'en 1930, Colin McKenzie reçut une délégation du Parti communiste néo-zélandais. Ces documents font état d'une transaction passée en octobre 1930 entre mon gouvernement et Colin McKenzie. Selon leur accord, l'argent devait servir à terminer l'épopée révolutionnaire dépeignant la lutte des classes dans l'Antiquité. À la tête d'une nouvelle armée de figurants, Colin McKenzie regagna la cité qu'il avait construite sur la côte ouest. Mais les soviétiques ne faisaient rien pour rien. Colin dut supprimer toutes les références religieuses de son épopée biblique. Jean-Baptiste devint un dissident socialiste, Hérode un usurier fasciste, et Salomé une prostituée retrouvant le droit chemin et s'initiant au collectivisme. Colin détestait la nouvelle version. Il la honnissait. Il la méprisait. Il avait du mal à la prendre au sérieux. En réalité, il a fait deux versions, une pour lui et une pour les soviétiques. Là où il faisait 5 prises pour lui-même, une seule suffisait pour les Russes. Tandis que le tournage de Salomé se poursuivait, Colin et Maybelle eurent la joie d'apprendre qu'ils attendaient un enfant. Mais une nouvelle bombe était sur le point d'exploser. Début 1931, Colin reçut un télégramme de la Palermo Motion Picture Company. Les frères Palermo, des hommes d'affaires brutaux et sans scrupules, détenaient à présent les actifs de Rex Salomon, y compris Salomé. Ils exigeaient la remise immédiate du film inachevé. Les investisseurs soviétiques s'impatientaient eux aussi, et leurs menaces n'étaient pas moins intimidantes. Travaillant sous une pression inconcevable, Colin termina Salomé en toute hâte. S'arrêtant à peine pour manger ou dormir, il épuisa ses comédiens et son équipe. Pour comble de malheur, les frères Palermo étaient arrivés en Nouvelle-Zélande et ils cherchaient Colin. Désespérant de terminer les 20 dernières prises de Salomé, Colin fit travailler son équipe 72 heures d'affilée, sans se rendre compte du terrible stress que le tournage imposait à Maybelle. À la dernière prise, celle-ci s'effondra. L'accouchement s'est déclenché trop tôt et brutalement. Personne n'a pu arrêter l'hémorragie. L'enfant, un garçon, n'avait aucune chance, pas plus qu'elle-même. Ils sont tous les deux morts dans les bras de Colin. Colin était déchiré entre la culpabilité et le désespoir. Sa culpabilité envers Maybelle et son désespoir d'avoir pu terminer le film. Mais à quel prix? Pour couronner le tout, il craignait que les Palermo ou les Soviétiques ne réclament Salomé. Il prit une décision radicale. Il prit toutes les pellicules des boîtes et les enterra juste après avoir inhumé sa famille. Après la mort de Maybelle, Colin n'avait plus qu'une pensée, s'enfuir. Le 27 juillet 1931, Colin McKenzie quitta la Nouvelle-Zélande pour ne jamais plus y revenir. Hé les gars, par ici! Regardez-moi ça! Dégagez tout ça! Et apporte les pelles, Johnny. Regarde, Johnny, il y a des marches. Regarde, des marches. C'est du béton. À 115 km de toute civilisation, l'expédition avait trouvé un immense escalier de béton. C'est quoi ça? Il y avait également des colonnes écroulées. Ils étaient entourés des débris d'une structure construite par la main de l'homme. Mais l'ampleur de leur découverte n'apparaissait pas encore. Fiévreusement, les chercheurs s'attaquèrent à la végétation dense, avides de découvrir quels secrets elle recouvrait. Après une semaine d'efforts intenses, le travail de l'équipe commença à payer. Colin débarque dans la chaleur et l'animation d'Alger en 1931. Connu comme un havre de vice et de corruption, l'Afrique du Nord est un endroit idéal pour un homme qui ne veut pas qu'on le retrouve.
À 43 ans, Colin McKenzie prend son premier verre d'alcool et entame une tournée des Grands-Ducs qui durera plus de 5 ans. Il aurait pu finir ses jours dans un hôpital ou une geôle africaine, sans un nouvel accident du destin. En 1936, la garnison du Maroc espagnol se mutine contre le gouvernement républicain. Cette révolte débouchera sur le sanglant conflit connu aujourd'hui sous le nom de guerre civile espagnole. Des équipes de journalistes affluent sur place. Parmi elles, Colin McKenzie, déterminé à retrouver sa dignité. Colin n'était pas le seul néo-zélandais en Espagne. Une jeune infirmière d'Auckland nommée Anna Simpson était là aussi, travaillant pour la Croix-Rouge. Colin est arrivé. Il était légèrement blessé. C'était l'affaire de quelques points de suture, mais il est resté. Je l'observais. Cet homme n'était pas comme les autres. Nous avons commencé à parler du pays. Il l'avait quitté depuis longtemps, et tout est sorti. Il m'a raconté toute sa vie. On était inséparables. Il avait 2 fois mon âge, mais cela semblait n'avoir aucune importance. J'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait entièrement et que c'était réciproque. L'heure n'était pas à la lune de miel. Le lendemain, Colin partit pour le front. C'est tellement frustrant. La piste s'arrête fin 1937. On a une dernière photo de Colin McKenzie en compagnie de soldats. Nous avons contacté tous les musées cinématographiques, tous les endroits imaginables, sans que le nom de Colin McKenzie n'apparaisse, comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. La cité perdue de Colin McKenzie a été dégagée de l'étreinte de la jungle néo-zélandaise. Les chercheurs restent stupéfaits devant l'immensité de la vision de Colin. Mais le site n'a pas encore livré tous ses secrets. Sous les vestiges d'un temple en ruine marqué du sceau du taureau, ils découvrent l'entrée d'un passage souterrain. Le tunnel mène à une chambre forte secrète. À l'intérieur, une vision digne des tombes égyptiennes les plus riches. Des statues massives, des costumes délicats, des décors magnifiques, des glaives et boucliers de facture raffinée. Abandonné depuis 60 ans, c'est l'entrepôt de Mackenzie pour la production de Salomé. Mais son plus grand trésor surpasse tout le reste. On essaie de soulever? Ok, essaie de la voir. On y va. 1, 2, 3. Ok. Dans le mille. Ah. La crypte recèle des kilomètres de films terminés, tant des centaines de boîtiers. Tout était là. La moindre scène tournée par Colin pour Salomé. Colin aurait voulu que Salomé soit achevée. Il avait tellement peur que les sbires des Palermo ou les soviétiques ne prennent son précieux film et le mutilent, qu'il n'avait pas tous ses esprits en l'enterrant. Colin voulait que Salomé soit montrée au public. Quand on décida de procéder à la restauration de Salomé, c'est John O'Shea, le doyen des réalisateurs néo-zélandais, qui fut chargé de superviser le travail. Il est très difficile d'interpréter ce qu'il voulait, mais un monteur a toujours du mal à satisfaire au mieux les souhaits du réalisateur. Bien sûr, s'il était là, il me dirait que faire, mais un monteur doit s'efforcer de deviner ce qu'il avait en tête. Avec le soutien financier de la commission néo-zélandaise du film, la délicate restauration se déroula rapidement. Un gala de première fut organisé pour le film le plus extraordinaire de Nouvelle-Zélande. Mais 3 jours avant l'événement, la saga de Colin McKenzie connut son ultime péripétie. Voici 6 mois, nous avons écrit à tous les musées cinématographiques espagnols en leur demandant des documents de la guerre civile attribués à un caméraman du nom de Colin McKenzie. En 6 mois, cela n'a rien donné, pas un mètre de film, jusqu'à ce matin. Cette bobine a été confisquée par les fascistes à la bataille de Malaga en 1937.
Elle a séjourné dans les archives espagnoles pendant près de 60 ans. Et elle est attribuée à un caméraman du nom de Colin Mackenzie. En visionnant le film ce matin, nous n'en avons pas cru nos yeux. Les minutes s'égrènent jusqu'à l'ordre d'attaquer. La bataille de Malaga a été l'une des plus féroces de la guerre. Nous voyons Colin qui suit de près les troupes républicaines tandis qu'elle charge les fascistes de Franco. Colin, qui filme l'action, n'a pas conscience du danger. Un nouvel assaut est lancé. Un soldat tombe, immédiatement devant Colin. Celui-ci pose sa caméra. Il vole à son secours. Il trébuche. Les deux hommes sont tués. Le 3 septembre 1995, l'industrie cinématographique et télévisuelle néo-zélandaise est rassemblée pour une première, pas comme les autres. Jamais il n'a fallu tant de temps entre la conception d'un film et son achèvement. Et j'affirme que jamais un film n'a emmené son public dans une quête telle que celle qui vous attend. Je suis très honoré de présenter la première mondiale de Salomé de Colin Mackenzie. Au début de l'histoire, un groupe de femmes et d'enfants attendent la mort. Le tyran Hérode a décidé d'en faire un exemple. Jean-Baptiste dénonce le massacre. La belle-fille de Hérode, Salomé, l'observe. L'attitude de Jean lui vaut bien vite d'être arrêté. Plus tard, Salomé rencontre son amant, Narabot. Il est capitaine des gardes de Hérode. Au plus profond des geôles, Jean continue à prêcher contre les méfaits de Hérode. Il proclame l'avènement du Messie et la fin des faux rois. Repoussé par Jean, Salomé va chercher vengeance auprès du roi.
le sermon de Jean se fait frénétique. Il incite le peuple à la révolte. Ayant terminé sa danse, Salomé réclame son dû à Hérode. Lié par sa promesse, Hérode ne peut refuser. Nous devons convaincre l'Académie de reconnaître Colin Mackenzie comme un des grands cinéastes de notre époque, et je me battrai pour que Salomé obtienne le titre de meilleur film. J'étais abasourdi. Nous pensons tous avoir été des pionniers du cinéma néo-zélandais, mais ceci a été tourné 50 ans avant qu'aucun d'entre nous n'ait vraiment envisagé la possibilité de faire un film en Nouvelle-Zélande. Quand on cite Lumière, Edison ou D.W. Griffiths dans ce panthéon de pionniers du cinéma, il ne fait pour moi aucun doute qu'il faut désormais y ajouter le nom de Colin Mackenzie. Je crois que si Colin Mackenzie était encore en vie et voyait les 60 minutes que nous avons extraites de son film, il en serait exalté. Il n'a jamais vécu pour voir la version complète de 3 heures et je suis sûr qu'il serait d'accord avec nous. Colin était un homme d'un immense talent, avec une imagination débordante et profonde. Et comme ses semblables, il avait une certaine fragilité.
Il s'est enfui. Il a fui la colère de son père. Il a fui la Nouvelle-Zélande. Dans un sens, quand il a enterré le film, c'était encore une fuite. Mais ces événements ne diminuent en rien sa puissance créatrice.